Aujourd'hui, nous arrivons à l'épisode conclusif de Devenir Brigitte. Je sais que beaucoup d'entre vous ont encore des questions, des doutes, des théories. Alors, prenons un instant pour les explorer ensemble. Brigitte Macron est-elle la première dame de France, ou le père biologique d'Emmanuel Macron? Cette rumeur court, elle enfle. Où est la véritable Brigitte Trogneux? Certains prétendent qu'elle a disparu. Les réseaux sociaux s'embrasent, et pourtant, ceux qui osent poser ces questions voient leur compte suspendu, banni, réduit au silence. Pourquoi? Qui a-t-il à cacher? Alors, aujourd'hui, plus que jamais, plongeons dans cette affaire. Soyez les bienvenus dans ce dernier épisode de Devenir Brigitte. Mesdames et messieurs, je pense qu'il est juste de dire que mon interview avec le journaliste Xavier Pussard a littéralement enflammé Internet. Elle a même fait fondre notre site candaowens.com. Beaucoup de personnes qui n'avaient jamais suivi cette série auparavant ont été frappées par une image en particulier, le fameux montage comparant une photo d'un jeune Jean-Michel, 18 ans, étudiant en école d'ingénieur, avec une photo de l'actuelle première dame de France, Brigitte Macron. Et soudain, quelque chose a fait tilt. Parce que, oui, on peut ressembler à son frère, même avec 7 ou 8 ans d'écart. Mais ici, il y a comme un problème. Et ces preuves photographiques, pour beaucoup, sont devenues tout simplement indéniables. Alors, aujourd'hui, nous avons un grand nombre de personnes qui reviennent sur le début de cette affaire, et ils ont raison. Car on ne peut comprendre comment un tel échange d'identité pourrait être possible qu'en étudiant de près les personnages qui gravitent autour de cette histoire. C'est pourquoi nous avons pris notre temps. Il faut comprendre qui sont ces personnes, quel est leur réseau, et surtout, quel pouvoir il faudrait pour créer des identités ou en effacer. Et aujourd'hui, nous y sommes. Nous avons enfin rassemblé les pièces du puzzle. Commençons donc par un élément clé, l'arbre généalogique d'Emmanuel Macron. Ce que nous avons découvert est troublant. Selon sa propre autobiographie, il ne semble pas avoir été particulièrement proche de ceux qui sont censés être ses parents biologiques ou ses frères et sœurs. Il les mentionne à peine. En revanche, il parle abondamment de la famille de Brigitte. Et lorsqu'il évoque son enfance, c'est toujours à travers la figure de sa grand-mère. Il insiste sur des détails comme « c'est ma grand-mère qui m'a appris à faire du vélo ». Alors, posons-nous la question, pourquoi? Pourquoi cette distance avec sa famille biologique présumée? Pourquoi ce lien si fort avec Brigitte et les siens? Beaucoup d'entre nous ont des soupçons. Moi, j'en ai. Et je vais le dire clairement, je ne suis pas convaincu que ses parents soient réellement ses parents. Oui, c'est ce que je ressens en analysant les faits. Et puisque c'est notre dernier épisode, nous pouvons nous permettre d'explorer cette hypothèse. Alors, reprenons une dernière fois les éléments. Plongeons ensemble dans ce mystère. Son père était-il pédiatre et sa mère impliquée dans la sécurité sociale, plus précisément dans l'aide aux personnes transgenres pour obtenir de nouvelles identités? Cela ne nous met pas à l'aise. Cela nous pousse à nous interroger sur la nébuleuse qui entoure cette famille. Et puis, il y a ce cas fascinant. Sa grand-mère, Manette. Selon son autobiographie, c'est elle qui l'a essentiellement élevée. Pourtant, il est presque impossible de trouver des photos d'elle. Seulement 2 clichés disponibles. Pourquoi? Savons-nous même si son nom était bien Germaine Harib? En avait-elle un autre? Pourquoi est-il si difficile d'obtenir des preuves visuelles de l'enfance d'Emmanuel Macron? Je vous emmène ici à travers mon propre raisonnement. Nous avons pris l'habitude, jusqu'à présent, de nous en tenir strictement aux faits. Mais aujourd'hui, ouvrons un peu plus le champ des possibles. Beaucoup d'entre vous ont probablement atteint la même conclusion que moi, il est tout à fait plausible que ces personnes aient eu plusieurs identités. Et pourquoi pas? Si vous avez, dans votre famille, quelqu'un qui peut effacer et recréer des identités, pourquoi ne pas en profiter? Maintenant, remettons cela dans son contexte. À l'époque, le monde était différent. Ceux qui ont vécu la Première ou la Seconde Guerre mondiale savent que les frontières changeaient, que des nations entières se redessinaient. Des millions de personnes ont été contraintes de cacher leur identité, de changer de nom pour survivre. Alors, pourquoi serait-il absurde d'envisager que cette famille ait fait de même? D'ailleurs, nous savons qu'au moins une branche de la famille Macron-Trogneux a changé de nom. C'est un fait. Et pourtant, personne ne nous en parle. Pourquoi nous vendons cette histoire des Trogneux comme si elle était immuable, alors qu'il manque une pièce essentielle au récit? Creusons un peu plus. D'où venait réellement cette famille avant de s'installer à Amiens et d'y prospérer? Parce que, soyons honnêtes, tout cela ressemble davantage au fonctionnement d'une mafia qu'à une simple lignée de chocolatiers. Une famille qui, encore aujourd'hui, est présentée sous une image douce, sucrée, avec une belle histoire d'origine. Mais que trouve-t-on lorsque l'on gratte un peu? Le dernier article que j'ai pu trouver à leur sujet dans la presse locale d'Amiens date de 1990, ou peut-être 1991, voire 1993. Peu importe. Ce qui est frappant, c'est qu'il s'agissait simplement d'annoncer la naissance d'un nouveau membre de la famille Trogneux. Et au-delà? Rien. Alors, posons-nous la question, pourquoi? Regardons cette lignée familiale de plus près.
Tout commence en 1852 avec un certain Jean-Baptiste qui dirigeait la boutique. Puis vient Jean. Puis encore un Jean. Ensuite, Jean-Claude. Et enfin, Jean-Alexandre. Vous voyez le schéma? Tous les hommes de la famille Trogneux portent le même prénom, Jean. Ce n'est pas un détail anodin. C'est même particulièrement significatif. D'abord, cela complique énormément la compréhension de leur arbre généalogique. Quand on vous dit que Jean Trogneux est vivant et en bonne santé, que sait-on réellement? Est-ce un cousin, un frère, un oncle, un neveu? Difficile à dire, puisque chaque homme de cette famille s'appelle Jean. Et ce n'est pas tout. La plupart d'entre eux possèdent plusieurs prénoms, ajoutant encore à la confusion. Alors, remontons à l'origine. Reprenons cette publication, si vous le voulez bien. Ce premier Jean-Baptiste Trogneux. Eh bien, ce n'est pas son vrai nom. Le premier Jean, qui s'est installé à Amiens et a ouvert la chocolaterie, s'appelait en réalité Marc-Étienne Xavier Tronel. C'est un fait avéré. Nous avons son certificat de naissance. Aucune contestation possible parmi les généalogistes. Alors, pourquoi avoir menti sur ce point? Pourquoi commencer l'histoire familiale par une falsification? Est-ce pour solidifier une lignée qui n'existe pas? Est-ce un simple arrangement pratique ou une décision réfléchie visant à brouiller les pistes? Et pourquoi avoir ensuite systématiquement prénommé chaque descendant Jean? Pourquoi une famille prendrait-elle une telle décision? Et ce n'est pas tout. Même les femmes de cette lignée ont reçu des prénoms masculins. Ce schéma ne semble pas être un hasard. Regardons maintenant cette fameuse photo de famille. On nous dit que la petite fille sur les genoux de sa mère est Brigitte. Mais est-ce bien elle? L'image ne lui ressemble en rien. Et qui nous a présenté cette photo au public? Mimi Marchand. Or, soyons francs, Mimi Marchand n'est pas précisément une source en qui nous pouvons placer une confiance aveugle. Enfin, concentrons-nous sur un dernier détail, le deuxième prénom de Brigitte. Je vous laisse méditer sur tout cela. Le nom complet dont il est question ici est Brigitte Marie-Claude Trogneux. Brigitte Marie-Claude Trogneux. Un détail intéressant à noter, c'est que son père, comme vous pouvez le voir, ne porte pas le prénom Claude. Pourtant, elle l'ajoute à son propre nom. Pourquoi? Son père s'appelle Jean-Georges Trogneux et il a un fils que vous voyez d'ailleurs sur cette photo, qui, lui, porte Marie dans son nom, Jean-Claude Marie-Joseph Trogneux. Un prénom chargé, n'est-ce pas? On retrouve ce type de nomenclature principalement dans l'aristocratie, où les noms multiples servent à affirmer une lignée. Et puis, bien sûr, il y a Jean-Michel-Henri Trogneux, que vous voyez tout à gauche. Ce qui rend tout cela encore plus déroutant, c'est une certaine tendance dans la famille. Plusieurs de ses membres épousent des personnes portant le même prénom que leurs propres frères et sœurs. Par exemple, Monique Trogneux, tout à droite, a épousé un homme prénommé Jean-Claude, comme son propre frère. Avouez que cela peut prêter à confusion. Je vous laisse cette image sous les yeux pendant que nous poursuivons, afin que vous puissiez bien visualiser ces liens familiaux intrigants. Et puis, il y a Jean-Claude, le frère que vous voyez en haut. Lui aussi a suivi cette étrange tradition familiale, il a épousé une femme prénommée Brigitte. Brigitte Poisson. Résultat? Elle est devenue Brigitte Trogneux. Pratique? Peut-être. Déconcertant? Absolument. C'est là qu'on commence à se perdre dans ce véritable labyrinthe. Et une question se pose, est-ce que cette confusion est intentionnelle? Parce qu'avec tous ces prénoms qui se répètent, on pourrait facilement s'imaginer que cela facilite certaines choses. Imaginons un instant, vous arrivez quelque part et on vous demande une pièce d'identité. Vous montrez un document où il est écrit Claude Joseph. Et là, vous dites, oh non, attendez, c'est moi, Claude Joseph. J'ai beaucoup de prénoms, mais aujourd'hui, c'est celui-là que j'utilise. Bien sûr, tout cela n'est que spéculation. Mais pour être honnête, cette image en elle-même ne me met pas très à l'aise. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai déjà mentionné, nous ne faisons pas confiance à Best Image. Et pourquoi? Parce que nous ne faisons pas confiance à Mimi Marchand. D'ailleurs, la toute première fois que cette image a été rendue publique, elle a été par une documentariste, Virginie Litt. Vous vous souvenez d'elle? C'est elle qui a réalisé Brigitte Macron, un roman français. Et elle a raconté que lorsqu'elle a voulu creuser cette affaire, elle s'est sentie, comme interrogée par la police. Intéressant, non? Elle a expliqué qu'elle n'avait jamais été interrogée de cette manière, qu'on ne lui permettait de parler qu'à certaines personnes, et qu'on lui avait donné un nombre très limité de photos. Et toutes ces photos devaient passer par Best Image de Mimi Marchand. C'est eux qui distribuent les images et qui détiennent l'histoire, mais il y a quelque chose de bien étrange là-dedans. Mimi Marchand, accusée de contrefaçon et d'extorsion. Ça me fait me demander, qu'est-ce que Best Image fait vraiment? Parce qu'apparemment, ils détiennent des photos du passé de Brigitte, mais ils n'en ont produit que quelques-unes. Alors, qu'est-ce qu'il faut? De la retouche photo? Et il y a un détail que certains internautes ont relevé, qui me semble vraiment suspect, concernant cette photo. Regardez cette femme tout à droite, Monique Trogneux. Vous voyez ses mains? Ça vous semble étrange?
Regardez bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. On dirait qu'elle a trop de doigts. Peut-être 6, dont 3 ressemblent à des moignons. Peut-être qu'elle faisait des signes de gang, qui sait. Mais ça reste bizarre. Et quelque chose que je sais sur Photoshop, c'est que retoucher des mains est extrêmement difficile. C'est là que les gens se font généralement repérer quand une photo est retouchée. Je me souviens que Kim Kardashian avait fait un scandale à cause de ça, où l'on a remarqué qu'il lui manquait un doigt. Ce n'est pas mon domaine, mais retoucher des mains et des doigts, c'est l'un des plus grands défis en retouche photo. Et puis, il y a le visage de Monique. Quand j'ai vu cette photo après avoir exploré toutes ces histoires sur Brigitte, il y a quelque chose qui m'a frappé. Ce visage me semblait familier. On me dit que c'est sa grande sœur, mais honnêtement, elle ressemble tellement à quelqu'un d'autre. Regardez cette photo et vous verrez de quoi je parle. Je me suis dit, cette photo ressemble vraiment beaucoup à l'autre, censée montrer 2 personnes différentes. Comment cela pourrait-il être le cas? Comment cela pourrait-il être 2 personnes distinctes? Si vous vous demandez à quoi cette photo à gauche correspond, il s'agit d'une image de Brigitte. Apparemment, voici Brigitte après son mariage, avec son air d'enseignante. Et franchement, ce visage me semble tellement familier. Mais bon, les frères et sœurs se ressemblent souvent, n'est-ce pas? Ce n'est pas si surprenant. On peut ressembler énormément à sa sœur, après tout. Alors, je me suis dit, voyons voir quelques photos récentes de Monique. Peut-être qu'elles se ressemblent encore plus. Elles sont toutes les 2 en vie, donc ça ne devrait pas être difficile de trouver des photos récentes. Eh bien, en réalité, c'était bien plus compliqué que prévu de trouver des photos de Monique. Et pourtant, elle est mariée à un milliardaire, Damien, qui vient d'une famille milliardaire dans l'industrie automobile. Monique Trogneux épouse ce type. Encore une fois, ce n'est peut-être pas essentiel que vous vous en souveniez, mais son mari, Jean-Claude Guidé, possède la plus grande entreprise automobile en France. Pourtant, malgré cela, il semble qu'il n'y ait presque aucune photo d'elle tout au long de sa vie, à part celle-ci. Pas de photo de mariage, rien. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Comment une personne peut-elle épouser un milliardaire et ne pas avoir une seule photo de ce mariage? Je comprends la vie privée. Mais là, ça semble vraiment bizarre. J'ai commencé à poser des questions et Xavier Pussard m'a prévenu. Ne commence pas à creuser trop profondément, car rien n'a de sens. Dès que tu examines l'histoire de plus près, tu te rends compte que tout est flou. Et c'est exactement ce qu'ils veulent, te rendre fou. Confirmer des choses qui devraient être évidentes, mais tu ne peux rien vérifier. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Malgré les grandes familles et leur connexion avec le pouvoir, il est pratiquement impossible de confirmer quoi que ce soit. Alors, à un moment donné, j'ai décidé de laisser tomber. Mais il y a un point qui, pour moi, n'a absolument aucun sens et qui est vraiment étrange. J'aimerais inviter le public à se plonger dans ce mystère fascinant. Beaucoup d'entre vous ont sûrement soupçonné que ces familles, les Osières, les Trogneux et les Macron pourraient bien être liées. Viennent-elles toutes de la même lignée? Certains d'entre vous se sont peut-être demandé, Y a-t-il une chance que Brigitte Macron soit en réalité le père d'Emmanuel Macron? Maintenant, pour être clair, je n'ai jamais fait cette affirmation. Mon objectif a toujours été de rester factuel et de m'en tenir aux éléments confirmés, en suivant la voie de Xavier, qui privilégie les documents et les preuves tangibles. Mais force est de constater qu'il se passe énormément de choses ici, beaucoup de signes et d'indices qui laissent entendre que le secret pourrait être bien plus profond que ce que l'on imagine, plus vaste que simplement le fait d'avoir une femme transgenre, par exemple. Repensez à ce moment que nous avons évoqué. Emmanuel Macron, le président, se tourne vers sa femme Brigitte, cherchant des réponses basiques sur le contexte biographique de sa famille. Vous vous rappelez de cette scène dont nous avons parlé, lorsqu'Emmanuel parlait à un politicien et que ce dernier lui a demandé « Ta sœur habite près d'ici, tu sais où elle vit ?» Et là, Emmanuel se fige et regarde Brigitte. « Pourquoi ne sais-tu pas où habite ta sœur, Emmanuel? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi a-t-on cette impression qu'il y a une relation étrange, presque comme si toi et Brigitte, vous êtes liés d'une manière qui va au-delà du mariage? Pourquoi a-t-on cette sensation que Brigitte te guide, te soutient un peu plus que ce qu'on pourrait attendre d'une épouse? Pourquoi a-t-on cette impression que tu as toujours eu la main tenue par des figures plus puissantes que toi? Nous savons maintenant, et nous avons confirmé, comme nous l'avons abordé dans le dernier épisode, qu'Emmanuel Macron a été soutenu tout au long de sa carrière par David Rothschild, une famille dont l'histoire, pour le moins controversée, est bien documentée, et qui a été enregistrée dans le passé pour avoir pratiqué l'inceste. D'accord? Pourquoi et comment Emmanuel Macron s'est-il rapproché des Rothschild? Tellement proche, qu'un de ses collègues a dit « Ce type ne savait même pas ce que signifiait EBITDA, et pourtant, il est devenu le plus jeune associé gérant. » Nous avons compris que, peu importe ce qu'il en savait, David Rothschild le guidait. Emmanuel ne pouvait pas remettre en question le pouvoir qu'on lui accordait. Nous en rions lors des réunions, car il ne connaissait rien à la finance. Mais pourquoi David Rothschild a-t-il veillé à ce qu'Emmanuel soit constamment soutenu?
Pourquoi ce besoin de garder Emmanuel dans l'ombre du pouvoir? Il y a une citation qui résume bien cet état d'esprit. Le vice, c'est bien, mais l'inceste, c'est mieux, car cela reste dans la famille. Cette phrase, prononcée par Nathalie Rhym Rothschild, la cousine de David Rothschild, résume à elle seule une mentalité de famille. Et si vous avez des doutes, écoutez directement ces mots. Elle a dit, en anglais d'abord, puis en français. Voici ce que nous disons dans notre famille. Le vice, c'est bien, mais l'inceste, c'est mieux. Dans le livre Les femmes de Rothschild de Nathalie Livingston, l'auteur dévoile une réalité choquante. La famille Rothschild avait un désir obsessionnel de maintenir son pouvoir et sa fortune au sein de la même lignée, au point de pratiquer l'inceste familial. C'est un fait indéniable. Ce n'est qu'au tournant du XIXe siècle, quand cela est devenu socialement inacceptable, qu'ils ont cessé. Et à partir de ce moment-là, la famille Trogneux est entrée en jeu. C'est tout simplement incroyable. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans ce livre, c'est que Nathalie Livingston documente les raisons derrière cette obsession de l'unité familiale. Selon le testament de Mayor Angèle Rothschild, l'unité familiale et l'intégrité du nom étaient primordiales. Rien ne comptait plus que la famille, à n'importe quel prix. Et, comme on pouvait s'y attendre, ces unions endogames ont eu des conséquences désastreuses, notamment en matière de santé mentale. Il serait naïf de penser qu'il n'y a pas de lien entre ces pratiques et les graves problèmes psychologiques rencontrés par la famille. D'ailleurs, la famille croyait fermement que toute femme qui sortait des règles de la famille, notamment en choisissant son mari, était maudite. C'est ce qu'il pensait. En résumé, dans cette famille, si tu n'épouses pas ta cousine, ton frère ou ton oncle, tu es maudit. Alors, naturellement, ton esprit commence à se poser des questions. Pourquoi David Rothschild a-t-il choisi Emmanuel Macron? Un homme que ses collègues affirmaient ne rien savoir de la finance? Pourtant, David Rothschild en fait le plus jeune associé directeur de l'histoire de sa banque. L'objectif d'une banque est simple, faire des profits. Et si tu es un Rothschild, tu tiens à la fois à la rentabilité et à préserver ton pouvoir. La dernière chose que tu ferais serait de promouvoir quelqu'un d'incompétent, à moins qu'il y ait quelque chose de plus important que l'argent. Et ce quelque chose, c'est le pouvoir. Le népotisme, en d'autres termes. Ce n'est pas une question de compétence, mais de famille. Je t'élève dans les rangs, car tu fais partie de ma famille. Alors, pourquoi David Rothschild s'est-il rapproché de la famille Macron, d'un médecin, et de la famille Trogneux, chocolatier? Comment cela s'est-il fait? Bien sûr, ce que je vais dire relève maintenant de la spéculation pure, mais mon instinct me dit que dans cette histoire, si un inceste a eu lieu, une relation père-fils aurait peut-être été trop évidente. Et si on creuse un peu plus, l'histoire de l'oncle commence à émerger. Vous savez, dans ce type de récit, on retrouve souvent des schémas familiaux qui nous interpellent. Et voilà qu'un schéma similaire se cache dans la famille Macron. Par exemple, il n'existe aucune photo connue d'Emmanuel Macron avec ses parents durant son enfance. C'est assez incroyable. Le nom de son père, officiellement, est Jean-Michel Macron. Mais il y a aussi un autre Jean-Michel que l'on n'a pas encore évoqué, et c'est peut-être le plus significatif, l'oncle Jean-Michel Nogue. Regardons-le de plus près dans l'arbre généalogique d'Emmanuel Macron. Son père, c'est Jean-Michel, sa mère, Françoise Nogue, avait un frère, qui se nommait lui aussi Jean-Michel Nogue, et qui est décédé en 2006. Ce détail m'a frappé, et je me suis plongé encore plus profondément dans l'arbre généalogique. Françoise Nogue, la mère d'Emmanuel, était une spécialiste dans l'accompagnement de personnes transgenres pour obtenir de nouvelles pièces d'identité. C'est assez fascinant, non? D'autant plus qu'elle a aussi exprimé, comme nous l'avons mentionné, que pour elle, Brigitte Macron n'était pas une belle fille. C'est intriguant, n'est-ce pas? Emmanuel Macron n'a pas suivi le parcours habituel du catholicisme. Il n'a pas été baptisé bébé, car ses parents ne sont pas particulièrement religieux. C'est à l'âge de 12 ans, alors qu'il était à l'école de Providence à Los Angeles, qu'il a décidé de se faire baptiser. Cela, 2 ans avant de rencontrer Brigitte, l'amour de sa vie. Ce choix, à cet âge-là, sans l'influence de ses parents, est remarquable, non? C'est un geste important pour un enfant de 12 ans. Et cela soulève des questions. Qu'est-ce que cela révèle, selon vous? Ce que nous n'avons pas mentionné jusqu'à présent, c'est qu'Emmanuel Macron a choisi son oncle, Jean-Michel, comme parrain lorsqu'il a été baptisé. Et ce choix, en réalité, a bien plus de signification qu'on pourrait le croire. Aujourd'hui, les baptêmes sont souvent perçus comme de simples actes sociaux ou de vanité, un peu comme choisir un parrain ou une marraine juste pour le fun. Mais à l'origine, ce n'était pas du tout ça. Le parrainage n'était pas une simple formalité. Il avait une dimension spirituelle profonde. Un parrain ou une marraine devait être choisi pour guider spirituellement l'enfant tout au long de sa vie. C'était une personne à qui les parents confiaient la responsabilité de guider leur enfant en cas de malheur, quelqu'un de confiance,
qui prendrait le relais pour veiller sur lui. Emmanuel Macron a donc fait un choix significatif en sélectionnant son oncle Jean-Michel Nogue pour cette tâche. Et cela mérite d'être souligné. Laissez-moi vous lire un extrait du livre de Xavier Pussard qui parle de cet oncle. Je cite. Un personnage en particulier a attiré notre attention, l'oncle maternel d'Emmanuel Macron, Jean-Michel Nogue. Ce dernier n'était pas un simple médecin généraliste, il était un membre influent du conseil de la faculté de médecine d'Amiens, comme l'indique son nécrologue publié dans le Courrier Picard. Il était aussi le président de Domu Medica, une société immobilière à but non lucratif qui rassemblait de nombreuses organisations professionnelles de santé locale. Un homme important, une figure majeure. Je me suis dit que cet homme, l'oncle Jean-Michel, devait forcément être photographié quelque part. Peut-être une photo de lui et d'Emmanuel le jour de son baptême, ou à l'occasion de son mariage avec Brigitte. Une photo de ce personnage central dans la vie d'Emmanuel Macron, qui a joué un rôle fondamental dans son parcours. Et là, vous ne me croirez pas. Mais en réalité, il n'existe aucune photo de lui. Xavier Pussard a fait la démarche d'aller aux archives de la faculté de médecine d'Amiens, là où Jean-Michel Nogue avait œuvré toute sa vie et s'était forgé une réputation notable. Il a demandé des photos de lui. Et devinez quoi? La demande a été refusée. C'est étonnant, non? Ce personnage, visiblement si actif dans la vie d'Emmanuel, est décédé en 2006, un an avant le mariage du président avec Brigitte. Mais bizarrement, aucune photo de lui, rien dans les archives, rien dans les cercles médicaux. Je me demande pourquoi Emmanuel Macron n'a pas consacré un chapitre entier à son oncle, ce guide spirituel qui a joué un rôle si important dans sa vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on oublie comme ça, n'est-ce pas? Quand tu choisis quelqu'un pour être ton guide spirituel, pour t'accompagner tout au long de ta vie, c'est une décision importante. Si tu viens d'une école catholique, tu sais à quel point une telle rencontre peut être significative. Mais pourquoi l'as-tu choisi, ce guide? Ça pourrait ne rien signifier, ça pourrait sembler anodin, mais en réalité, cela pourrait tout signifier, n'est-ce pas? Et encore une fois, cela révèle l'incroyable nature secrète, inutilement secrète, qui entoure cette famille. Les gens existent sur le papier, mais ils disparaissent des photos, puis finissent par disparaître totalement. C'est fascinant, non? Imagine un instant, l'oncle Jean-Michel vivait à Amiens, au même moment où Jean-Michel Trogneux, le mari de Véronique, y vivait aussi. Une petite communauté, une ville, mais ces gens étaient en quelque sorte invisibles. C'est difficile à comprendre, mais c'est ce qui se passe quand on commence à poser des questions. Et ces questions, elles ne sont pas toujours bienvenues. Si tu oses poser la question, est-ce qu'on pourrait prendre une photo ici? C'est comme si tu déclenchais une enquête. Si tu fais une erreur, si tu poses une question qui dérange, tu risques d'être poursuivi. C'est la réalité en France. Le pire, c'est que parfois, cette enquête peut te mener droit en prison. Des gens ont été emprisonnés juste pour avoir voulu savoir. Pour avoir regardé dans l'histoire. Xavier a raison, c'est comme un jeu de cache-cache où on est forcé de sauter à travers des milliers de cerceaux. Mais c'est ce qu'ils attendent. Ce système est fait pour rendre tout le monde fou. Tout le monde doit sauter à travers des obstacles sans savoir pourquoi. Et parlant de ça, parlons de ce fameux Jean-Michel que les médias ont récemment présenté comme une preuve de l'existence de l'oncle. Écoutez, je veux être très clair, je n'ai aucun doute qu'il existe un Jean-Michel à Amiens. C'est comme un nom qu'on trouve partout. Jean-Michel ici, Jean-Michel là-bas. Donc, ne soyez pas surpris si quelqu'un dit « Oh, j'ai trouvé un Jean-Michel. » J'en ai déjà trouvé 6 moi-même. Et là, tu te dis probablement « Ouais, mais il y en a trop. Trop de Jean-Michel dans cette famille. » C'est exactement ça. Il y en a partout. Et on est là à se demander « Lequel est le bon ?» Quel Jean-Michel est le véritable guide, celui qui est sur la photo de famille des Trogneux, celui qui pourrait vraiment éclairer notre chemin dans cette histoire? Replongeons dans le sujet et essayons d'identifier ce fameux personnage. Vous savez, le petit rondouillard. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous rappeler une chose essentielle, le public est manipulé d'une manière qui ferait rougir Sigmund Freud lui-même. Après tout, il était le père du gaslighting, n'est-ce pas? Mais ça, on en parlera une autre fois. Ce qui est fascinant ici, c'est à quel point il serait facile de simplement montrer des photos de l'actuelle première dame avec son frère Jean-Michel, prises à différents moments de sa vie. Dans les années 80, par exemple. Ce serait si simple. Et pourtant, rien. On pourrait penser que ces clichés existent, qu'ils seraient naturellement accessibles. Mais non. Ne laisse pas les médias te faire croire que poser ces questions est insensé. En réalité, c'est eux qui deviennent fous à force d'éviter d'apporter des réponses claires. Imagine, une femme avec une carrière d'enseignante très active, souvent photographiée, mais presque aucune image d'elle avec son propre frère? Étrange, non? Si demain on retrouvait quelques photos d'eux ensemble, je dirais, d'accord, très bien, au moins ça clarifie quelque chose. Mais ce n'est pas le cas. En fait, il n'y a qu'une seule grande photo de réunion de famille que j'ai pu trouver. Une seule.
Elle date des années 1950, prise à Amiens. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'elle a été publiée en 1991 dans un magazine allemand. Et je vais vous la montrer. Regardez bien. À droite, on peut voir Brigitte. Mais où est Jean-Michel? Il n'y est pas. Il manque. Pourtant, cette photo aurait été prise lors d'un événement important, le 50e anniversaire de mariage de Jean-Georges Trono et de sa femme Simone. Un événement familial majeur, un moment où l'on s'attend à voir tous les frères et sœurs réunis. Alors pourquoi l'un d'eux est-il absent? Pourquoi n'apparaît-il pas sur une photo aussi symbolique? C'est une question simple, mais qui mérite une réponse. Car on ne manque pas un 50e anniversaire de mariage parental. Pa, and 1991. Et pourtant, ici, un grand absent soulève plus de questions qu'il ne devrait. Je ne suis pas certain de ce qu'il faut croire. Mais une chose est sûre, nous devons au moins essayer de comprendre qui est ce fameux petit garçon dodu. S'agit-il bien du même Jean-Michel? Celui qui apparaît sur la photo de famille Trogneux d'origine? Un fait est établi. Jean-Michel n'a jamais été déclaré mort, officiellement. Sur le papier, il est toujours en vie. C'est ce que Brigitte Macron elle-même affirme. Mais au-delà de cette simple existence administrative, qui est-il réellement? Qu'a-t-il fait de sa vie? Quel a été son parcours? Mystère. Personne ne le sait. Une journaliste a pourtant enquêté sur cette question. Elle trouvait la situation pour le moins suspecte. Et lorsqu'elle s'est rendue à Amiens pour en savoir plus, elle a reçu une réponse pour le moins surprenante. Un certain Emmanuel Ancon lui a simplement expliqué que Jean-Michel passe son temps à jouer aux cartes avec ses amis. Rien de plus. Voilà ce qu'on est censé croire. Il n'a jamais quitté Amiens depuis son divorce avec Véronique Droux, il est à la retraite, et il mène une vie discrète dans un café du coin. D'accord. Mais alors pourquoi tant de zones d'ombre? Pourquoi personne ne sait vraiment ce qu'il a fait? Le public français a fini par se poser ces mêmes questions. Pourquoi ce frère, si important dans la vie de Brigitte, semble-t-il avoir été effacé de son histoire? Pourquoi ne trouve-t-on presque aucune trace de lui? Et puis, tout à coup, face aux interrogations croissantes, les médias ont dû réagir. Ils ont dû fournir une réponse. Et quelle a été cette réponse? On nous a présenté un petit homme un peu rond, censé être Jean-Michel, adulte. Comme je l'ai évoqué avec Xavier Poussard, c'est cet homme que l'on nous demande d'accepter comme étant l'extraordinairement discret Jean-Michel. Mais laissez-moi vous dire une chose, au cas où vous vous poseriez la question, un programme de reconnaissance faciale chinois, utilisé par le Forum économique mondial, a tranché. Et sa conclusion est sans appel, le petit garçon sur la photo, ce n'est pas Jean-Michel. Je peux vous montrer ce résultat de correspondance ici même. Le taux de confiance est de 54%. Xavier le souligne bien, lorsqu'il s'agit de reconnaissance faciale, il faut être prudent avec les personnes portant des lunettes. La technologie avertit que cela peut parfois altérer l'analyse du visage. Mais regardez par vous-même. Sur cette image, le taux de confiance est de 52% pour le petit homme rond à côté de lui. Au fond, tout cela pourrait être bien plus simple. Pas besoin d'algorithmes, de logiciels complexes ou de spéculations. L'Élysée pourrait simplement déclarer publiquement « Oui, c'est bien Jean-Michel Trono. Il est là, sur cette photo de famille de 1953 à Amiens. » Mais non. La clarté, ce n'est pas leur spécialité. Leur méthode? Le silence. La menace de poursuite judiciaire. Voilà leur terrain de jeu. D'ailleurs, dans la première lettre qu'ils m'ont envoyée, une lettre de 100 pages, une occasion en or de me dire simplement ne publiez pas votre série, ils auraient pu clarifier les choses en un instant. Il leur suffisait de fournir des photos couvrant ces années manquantes. Mais que m'ont-ils envoyé à la place? Des captures d'écran d'un homme aperçu lors de l'inauguration d'Emmanuel Macron. Voilà leur seule réponse. Et regardez le raisonnement qu'ils adoptent. Jean-Michel est récemment apparu en public. Il était présent aux investitures du président Macron en 2017 et 2022. D'ailleurs, lors de mon passage dans Pierre Morgan Insensored le 12 juin 2024, j'ai mis 100 000 $ sur la table. J'ai lancé le défi à Pierre Morgan, trouvez-moi une photo claire et incontestable de Jean-Michel Trono. Parce que s'il en existait une, tout ce débat serait clos, n'est-ce pas? Mais voici ce qu'on me répond. Des images de Jean-Michel Trono sont disponibles publiquement, issues des vidéos des inaugurations de 2017 et 2022. C'est tout? Après toutes ces années d'interrogation, c'est la seule preuve que l'on nous présente? Lors de l'inauguration, non seulement Jean-Michel est présent, mais il apparaît dans le même cadre que Brigitte Macron. Voilà donc la preuve irréfutable censée réfuter toute interrogation. Incroyable, n'est-ce pas? Tenez, laissez-moi vous montrer ça un instant. Parce que oui, c'est incroyable, mais pour bien des raisons. Ce qui est fascinant, c'est que le palais de l'Élysée, au lieu de fournir un document officiel, un passeport, un permis de conduire, même une simple photo de famille montrant Jean-Michel et Brigitte ensemble au fil des ans, a choisi de m'envoyer des captures d'écran d'une inauguration. Un homme en arrière-plan. Et avec ça, ils espèrent clore le débat.
Alors voilà, Jean-Michel existe. Comme je l'ai déjà dit, il en existe au moins 27. Je ne doute pas une seconde qu'un Jean-Michel Trono vive quelque part à Amiens, il doit probablement y en avoir une vingtaine. Mais bien sûr, ils m'ont pris pour un imbécile. Voyez-vous, tout est dans la manière de formuler les questions. Me dire qu'un Jean-Michel existe, ça ne veut rien dire. Ce qui compterait vraiment, c'est une réponse claire à une question élémentaire. Qui est précisément le Jean-Michel qu'ils prétendent être celui de cette photo? Alors nous sommes retournés vers eux avec une question sans équivoque. Plus de confusion possible. Nous étions clairs, nous publierons la vérité. Voici ce que nous avons écrit dans notre lettre de réponse. Puisque les Macron contestent le fond des reportages et des analyses de Candace, nous souhaitons leur donner l'occasion de s'exprimer et d'éclaircir les rumeurs relayées par la presse. Nous proposons donc une interview à n'importe quelle date et heure, entre janvier et mars 2025. Candace, son producteur et un vidéaste se rendront en Europe. Nous organiserons un traducteur ainsi qu'un studio où les Macron pourront répondre aux questions. Voilà une opportunité en or pour eux de clarifier la situation. La saisiront-ils? Ou continueront-ils à se cacher derrière des captures d'écran floues et des menaces juridiques? Comme vous le savez, lorsqu'une personne s'estime diffamée, son premier recours est d'atténuer les effets négatifs en utilisant toutes les opportunités disponibles pour rétablir la vérité et minimiser l'impact sur sa réputation. Nous leur avons offert cette opportunité. Pour faciliter cet échange, nous avons même proposé les questions à l'avance. Nous leur avons donné plusieurs semaines, bien avant de commencer cette série, pour répondre à une question très simple sur Jean-Michel lors de l'inauguration. Et voici cette question, je vous demande de bien prêter attention au point numéro 3. L'homme que vous avez montré lors de l'inauguration présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022 est-il la même personne que celui que l'on voit à l'extrême gauche de la photo de famille prise à Amiens? Voilà. Rien de compliqué. Pas de piège. Juste un oui ou un non. Mais bien sûr, silence radio. Ils avaient pourtant trouvé l'énergie et le temps d'écrire une lettre pour qualifier nos propos de mensonges. Mais lorsqu'il s'est agi de répondre simplement par oui ou non, ils ont disparu. Nous leur avions laissé un délai de 2 semaines pour se prononcer. Et je vous le promets, main sur le cœur, sur la vie de mes enfants, s'ils avaient répondu oui, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Parce que je ne suis pas là pour alimenter des théories du complot, mais pour poser des questions légitimes. Le problème ici, ce n'est pas seulement cette histoire en particulier. C'est leur refus de répondre aux questions les plus élémentaires, tout en se présentant comme des victimes. C'est de la mauvaise foi, pure et simple. Alors, face à leur silence, nous avons décidé d'enquêter nous-mêmes sur les images de l'inauguration. Que nous ont-ils fourni? Un simple lien YouTube contenant plusieurs heures d'images. Très bien. Défi accepté. Nous avons tout analysé. Et voici ce que nous avons trouvé. Premièrement, lors des 2 cérémonies d'investiture, Jean-Michel n'apparaît jamais aux côtés de la famille pour les discours d'Emmanuel Macron. NI and 2017, NI and 2022. En 2017, il est aperçu à l'écart, debout parmi un groupe de prêtres. Pendant ce temps, la famille Macron descend les marches ensemble, échange quelques mots et salutations. Laurent, supposé être celui cité comme le frère de Brigitte, salue brièvement. Emmanuel Macron, lui, embrasse cet homme sur les 2 joues. Mais encore une fois, il ne se tient pas avec la famille. Peut-être est-il arrivé en retard? Peut-être a-t-il été introduit à la dernière minute? Admettons. Mais 2 fois de suite? Autre détail troublant, Jean-Claude, présenté comme son frère aîné, était bien présent ce jour-là. Et pourtant, lors du déjeuner suivant la cérémonie, Jean-Claude était assis avec Brigitte et les autres membres de la famille. Voici une photo de ce déjeuner. Regardez bien. Pas de Jean-Michel. Celui qu'il nous présente comme Jean-Michel n'était tout simplement pas à la table familiale. Encore une fois, peut-être avait-il besoin d'un peu d'air? Peut-être ne voulait-il pas s'asseoir là? Peut-être ont-ils une relation compliquée? Mais alors, pourquoi cette absence systématique? Pourquoi tant d'incohérences? Et surtout, pourquoi tant de silence? Permettez-moi de vous dire que ce que nous avons observé lors de l'inauguration de 2022 soulève bien des interrogations. En analysant les images, un détail intrigue encore une fois. Jean-Michel ne semble jamais se tenir aux côtés de la famille pendant le discours. Était-il en retard? Était-ce un choix délibéré? Je ne saurais le dire. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est ce qui se passe après le discours d'Emmanuel Macron. Lorsqu'il achève son allocution, il se dirige immédiatement vers la section réservée à sa famille. Là, il prend le temps d'embrasser chaleureusement chacun de ses proches. Juste derrière lui, Brigitte Macron fait de même, multipliant les gestes d'affection. Regardez-les, chaque membre de la famille se penche, se rapproche, les sourires sont visibles. L'émotion est là, palpable. Or, un détail saute aux yeux. Pendant tout ce temps, Jean-Michel est introuvable parmi eux. Pourtant, cette section regroupe aussi bien la famille Macron que celle de Brigitte. On y voit des neveux, des cousins, des enfants, mais pas lui.
Ce n'est que bien plus tard, à la 51e minute de la cérémonie, qu'on l'aperçoit enfin. Et ce qui frappe immédiatement, c'est l'attitude de Brigitte à son égard. Elle ne semble ni lui adresser la parole, ni même prêter attention à sa présence. On tente de nous convaincre qu'il s'agit bien de son frère, mais alors pourquoi une telle indifférence? Pourquoi ce malaise apparent dans l'attitude d'Emmanuel Macron à son égard? Revenons un instant sur un autre détail troublant. Qui retrouve-t-on aux côtés de Jean-Michel à ce moment-là? David de Rothschild. Voilà qui pose question. Jean-Michel n'a jamais eu de carrière dans la finance, il est issu d'une famille de chocolatiers d'Amiens et n'a, semble-t-il, jamais quitté cette ville. Alors, quel lien l'unit à David de Rothschild? Pourquoi se tient-il à ses côtés plutôt qu'avec sa propre famille? Tout ceci soulève des questions fondamentales. Et nous n'avons pas encore les réponses. Mais une chose est sûre, alors que les médias traditionnels cherchent à détourner notre attention, de plus en plus de personnes à travers le monde s'interrogent. Des millions de regards se tournent vers cette affaire, des enquêtes indépendantes émergent, des archives sont explorées. Quelqu'un, quelque part, détient peut-être la clé de ce mystère. Et si cette personne, c'était vous? Peut-être avez-vous connu Jean-Michel à une époque? Peut-être avez-vous croisé son chemin en Algérie, dans l'armée, ou ailleurs? Peut-être avez-vous accès à des archives qui pourraient apporter un nouvel éclairage sur cette histoire? Nous devons nous poser les bonnes questions. Pourquoi certaines informations restent-elles inaccessibles? Pourquoi cette opacité autour d'un dossier militaire qui devrait être public? Et pourquoi, alors qu'il se trouve bien présent lors de cette inauguration, Jean-Michel semble-t-il si éloigné de sa propre famille? Je vous laisse y réfléchir. Mais une chose est certaine, cette affaire mérite d'être examinée avec sérieux. Et nous ne cesserons pas de chercher la vérité.